compartiment ici un peu. Ah, monsieur Zah, comment tu vas? Bonjour, monsieur le directeur. Alors, dis-moi, présente-toi à nos auditeurs. Zabi Didier, Voilà. responsable du service matériel et environnement de l'école normale supérieure à Abidjan. Bien, monsieur Zah. Nous avons depuis un certain moment commencé une émission sur notre web TV, l'émission Un modèle, un repère. Vous avez certainement quelques observations. Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Ben, déjà, je trouve que l'initiative déjà est excellente parce que c'est un canal pour présenter au grand public nos activités. C'est cela. Et j'encourage tout le monde à jeter un coup d'œil, à liker, à partager éventuellement. Bravo, merci pour la Je publicité. vous en prie, monsieur. Alors, dites-moi, on a déjà eu 2 émissions et la prochaine émission, c'est le professeur Azo que nous allons prendre. Vous le connaissez, le professeur Azo? Oui, je connais le professeur Azo, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne le connais pas en profondeur dans ses activités. D'accord. Donc, c'est l'occasion pour nous de le découvrir maintenant. Ben, on y va alors. On y va. Super. Alors, bonjour, cher professeur. Bonjour, chers collègues. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue à notre émission Un modèle, un repère. Merci. Alors, professeur, on entend parler de vous à l'école normale supérieure. Dans le domaine des sciences de l'éducation, en psychopédagogie, on entend parler de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter côté vie privée, enfance, fratrie, parcours académique? Nos auditeurs voudraient bien vous connaître mieux. Bien. Alors, je suis François-Joseph Azo. Je suis psychologue de formation. Côté académique, j'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire Ah bon? jusqu'à maîtrise. Ouais. Et je suis allé en France où j'ai fait un doctorat. Ensuite, j'ai fait un DESS en psychologie clinique à Paris et je suis donc revenu en Côte d'Ivoire où j'ai commencé à travailler. Côté histoire personnelle, je suis d'une famille de 9 enfants. Mes parents sont, j'allais dire, le hasard n'existe peut-être pas toujours, mais c'est des rencontres. Oui. Et mes parents sont enseignants. Ah ouais. Donc, j'ai moi-même 3 enfants. Oui. Et voilà, donc je travaille à l'ENS depuis 1988. Merci, professeur. En fait, n'en prenez pas ombrage quand on vous demande votre vie privée. En fait, c'est pour juste dire à nos auditeurs que on peut être un Ivoirien lambda et être excellent comme vous. Alors, c'est juste les motiver aussi à se donner au travail. Tout à fait. Merci. Alors, la psychologie de l'éducation, hein, nos téléspectateurs, n'est-ce pas, veulent en savoir davantage. Et l'impact, n'est-ce pas, de cette discipline sur la politique effective de l'éducation inclusive. Alors, la question des sciences de l'éducation, on va dire, ce sont les sciences de l'éducation, donc un ensemble de disciplines qui analysent donc le fait éducatif, aussi bien en amont qu'en aval, mais aussi bien sûr dans sa partie intermédiaire qui est la classe. Donc, que se passe-t-il en amont en termes de planification, en termes de formation, de projet éducatif? Que se passe-t-il en aval par rapport à l'employabilité, par exemple? Et puis, que se passe-t-il dans la partie intermédiaire qui est le corps, qui est le système central, où on va délivrer des enseignements avec quels moyens, quel contenu et quelle philosophie, j'allais dire. Et dans ces philosophies, on devrait prendre en compte la question de l'éducation inclusive pour barrer la route désormais à l'éducation spécialisée qui particularise les individus, alors qu'on a besoin de mettre des individus ensemble pour qu'ils puissent apprendre. Au lieu de les particulariser, les mettre dans des espaces privés et après les ramener dans un espace commun. Donc, tout le monde ayant droit à l'éducation, question donc de droit à l'éducation. L'éducation inclusive donc, vient pour faire la place, à donner des chances à tout le monde d'accéder à l'éducation. La psychologie de l'éducation, cela me fait penser également au concept d'intelligence émotionnelle. Hein. Pensez-vous qu'il y a plusieurs types d'intelligence, professeur? Alors, si je prends l'époque à laquelle j'ai été formé, on nous parlait de 2-3 types d'intelligence. Et aujourd'hui, on a découvert, enfin les chercheurs ont découvert jusqu'à 8 types d'intelligence. Ah ouais. Parce que cela permet bien sûr de ne pas cantonner les individus dans des schémas qui soient des schémas bouclés, des schémas finis. Alors, tout le monde apprend avec des moyens qui lui sont, vous allez dire, plus favorables. C'est ça. Alors, il y a une intelligence verbale. Bien sûr, il y a des gens qui sont très forts dans la manipulation, le maniement des mots. Oui. Il y a une intelligence corporelle. Je pense aux footballeurs. Regardez les footballeurs, c'est de l'intelligence. Comment un footballeur fait-il pour marquer un but?
comment fait-il pour marquer un but? Il va donc visualiser l'espace, Oui. il va visualiser les gens et il va pouvoir donc poser son acte. Mais que fait un architecte? Un architecte travaille sur des mesures qui ne sont pas des mesures réelles. Il travaille à échelle. Nous n'avons pas toute cette intelligence. Donc, ne deviens pas qui veut architecte, ne deviens pas qui veut kinésithérapeute, ne deviens pas qui veut poète. Donc, l'intelligence logico-mathématique qui avait été privilégiée n'est pas la seule intelligence que l'on connaît, encore moins l'intelligence verbale. Il y a d'autres intelligences qui interviennent et on va la voir chez les poètes, les musiciens, les artistes, les footballeurs, les kinésithérapeutes, dans tous les métiers. Donc, tout le monde a la capacité de pouvoir donner corps, donner vie à l'intelligence qu'il privilégie lui-même et pour laquelle il a travaillé pour avoir des compétences. Oui. Professeur, quand on entend intelligence émotionnelle, le commun des mortels a tendance à négativer cette dimension parce que le célèbre écrivain de la négritude, Senghor, a dit l'intelligence, pardon, l'émotion est nègre, n'est-ce pas? Et je crois l'intelligence, la raison est Hélène. Alors, donc, est-ce que l'émotion étant nègre, de façon péjorative telle que qualifiée, est-ce que ça ne nous, en parlant d'intelligence émotionnelle, ça ne nous ramène pas à cette notion négative? Oui, on pourrait le penser, mais historique, mais replacer cela dans l'histoire. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a découvert comme type d'intelligence, l'intelligence émotionnelle a sa place. L'intelligence émotionnelle a sa place. Comment fait-on pour monter un film? Quelles sont les intelligences qu'on va interpeller? Donc, c'est l'intelligence émotionnelle. Comme on apprend, quand on apprend des situations, mais les situations, il y a une partie de raison, on va dire logique, logico-mathématique, et il y a une partie donc émotionnelle. Et l'émotion participe donc de l'acquisition des connaissances. Donc, on ne peut pas faire aujourd'hui abstraction de l'intelligence émotionnelle parce que les mots eux-mêmes portent en eux une histoire. Les mots eux-mêmes portent en eux une histoire et quand on va apprendre, on va acquérir des connaissances, il y a cette partie des émotions qui va se greffer sur le savoir qu'on va acquérir. Donc aujourd'hui, de nombreuses expériences sont conduites en matière d'intelligence émotionnelle et même à l'ENS, nous initions donc un enseignement là-dessus pour que tout le monde puisse prendre conscience aussi de la place de l'émotion dans l'acquisition des connaissances et pas seulement l'intelligence logico-mathématique. Alors, je pourrais, je ne sais pas, je me soumets à votre évaluation, un artiste peintre, un artiste chanteur, on pourrait dire qu'il privilégie plus l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas? Parce que c'est d'inspiration de cœur qu'il crée, n'est-ce pas? Oui. Mais, et justement, on est bien d'accord, il y a de l'intelligence émotionnelle qui va dominer ici dans l'acquisition des connaissances. Oui, dans la production, donc de quelque chose. Mais en même temps, cette intelligence émotionnelle va rencontrer une intelligence, j'ai failli dire logico-mathématique. Parce que c'est un sens qu'il va donner à tout ce qu'il a produit. Aussi bien du point de vue des émotions, que ça va soulever, mais aussi du point de vue de la logique. Il y a derrière l'objet. Les objets ne sont pas placés au hasard. Il y a un sens, il y a une logique par derrière. Donc, on peut parler d'intelligence aussi logico-mathématique qui va s'associer à cette intelligence émotionnelle pour pouvoir donner un résultat, pour pouvoir produire un objet. Merci, professeur. Alors, on va passer à la question suivante. Vu la diversité des intelligences, la multiplicité des intelligences, sur quoi on se base alors pour dire tel élève ou tel autre n'est pas apte à passer en classe supérieure? Vous ne voyez pas là une certaine discrimination dans le système éducatif? Oui. Si on prend il y a le débat théorique sur la question. Mais en amont, il faut prendre en compte la diversité des intelligences déjà. Ce qui n'est pas encore très marqué dans notre environnement. Déjà prendre en compte et savoir que chaque individu est un cas, est une situation. Donc, il faut tenir compte de la totalité de la situation pour la faire progresser. Ça, c'est important. Mais ici, nous avons donc une formation déjà à la base. Les enseignants sont formés sur un schéma qui prend en compte le grand nombre. C'est cela. D'accord? Et donc, isole les spécificités. Mais souvent, isole aussi les gens intelligents. D'accord? Les surdoués, comme la littérature le montre le plus souvent. Donc, comment prendre en compte tout le monde? Ça mérite que dans la formation des formateurs, cela prenne une place et que les gens le comprennent. Et dans les systèmes d'évaluation, il faut que les systèmes d'évaluation prennent en compte aussi ces particularités pour que tout le monde puisse se former. Et tout le monde puisse aller dans cette école qu'on appelle l'école républicaine, où chacun doit avoir ses chances par rapport à ses compétences. Professeur,
Revenons à l'éducation inclusive. Quelle réponse proposez-vous, n'est-ce pas, pour nos classes pléthoriques, pardon, mes excuses, de 90 élèves parfois, même 100 à certains endroits. L'éducation inclusive dans ces conditions-là. Avez-vous une réponse? Oui, la réponse nécessairement devrait être pratique, concrète. Mais en amont, peut-être que sans faire de démagogie, il y a la question du principe de l'éducation inclusive qui prend en compte tout le monde et donne des chances à tout le monde. Mais cette pratique la pratique de l'éducation inclusive n'est pas un rêve, n'est pas impossible, étant donné qu'en Côte d'Ivoire, dans l'enseignement public, il y a des expériences d'éducation inclusive qui a été faite. On a pour preuve ce qui a été fait à Yopougon, d'accord? On a pour preuve ce qui a été fait à Bobo, où on prend en compte les personnes qui ont des difficultés pour pouvoir donc être dans des écoles, j'allais dire, classiques, dans des systèmes classiques. Mais les écoles ordinaires doivent être en mesure de pouvoir accueillir donc les personnes qui ont des spécificités. Cela soulève donc la question de la formation en amont. Il faut former donc les enseignants pour qu'ils puissent utiliser le langage des signes, pour qu'ils puissent utiliser le braille, etc. Donc, c'est une combinaison des efforts entre les instituts qui jusque-là étaient spécialisés, donc mis ensemble autour de l'éducation, mais l'éducation inclusive. Et c'est un pari, d'accord? Mais c'est un pari qu'on peut gagner. Il ne faut pas considérer qu'il est perdu d'avance. Parce que tous les individus doivent demain participer au développement du pays. En effet. Donc, il faut bien pouvoir les former, leur donner des rudiments pour que ces personnes puissent donc être adaptées et pouvoir répondre à leurs propres besoins. Merci, professeur. Alors, professeur, revenons sur la notion de l'école, l'école de demain, avec les nombreuses mutations technologiques que nous connaissons. Quelle est votre vision sur l'école de demain et la place de l'école normale supérieure qui nous accueille? Oui, alors, les enjeux sont très importants. Et je crois que les enjeux sont devenus de plus en plus importants avec la pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, on est contraint d'aller vers la digitalisation. Qui aujourd'hui n'a pas de téléphone portable? Qui aujourd'hui n'a pas un ordinateur ou bien de piano-pain clavier pour retirer son argent à la banque? Donc, c'est devenu incontournable. Et donc, l'école normale supérieure doit elle-même pouvoir entrer dans ce système, dans ce nouveau paradigme, en quelque sorte, pour former les enseignants. Mais notre école de demain va être une école, j'allais dire, qui fonctionne aussi, qui s'aligne sur les changements. Et surtout quand on parle de mondialisation, il s'agit pour nous tous de parler le langage de tout le monde. Tout le monde. Donc, être avec tout le monde. Donc, ce sont des paris et il faut accélérer, j'allais dire, le rythme. Parce qu'à Bonsbou, le rythme est un peu lent. Le rythme est un peu lent, il faut donc accélérer le rythme. Le rythme d'adaptation. D'adaptation, donc, à ces nouveaux outils, à ces nouveaux enjeux, il faut aller rapidement. Et donc, ça exige aussi de la part de nos futurs apprenants ou des apprenants de demain, d'accord, de se mettre dans une autre logique, un autre paradigme d'apprentissage, parce que la compétition va aller au-delà du pays dans lequel on vit. C'est cela. Donc, elle va aller plus loin, cette compétition. Le monde étant globalisé maintenant. Professeur, je vous remets cette image. Observez-la. Oui. Et je vous demande quelle analyse vous faites de cette opinion de Einstein. C'est une illustration d'une opinion de Einstein par rapport à l'éducation. Vous l'observez. Je demande à la régie d'afficher cette image. Et ben, professeur, quelle est votre opinion là-dessus? Oui, alors cette image, quand on la regarde, je souris. Ça montre des personnes, des individus, on pourrait dire différents. C'est cela. D'accord? Depuis le pingouin, le singe, l'éléphant, le poisson, d'accord, le phoque, le chien, sont tellement très différents. Ils viennent de différents milieux. Le phoque, il vit dans l'eau. D'accord? Et il y a des animaux qui vivent entre l'eau et la terre, comme le pingouin. Le singe, il est dans l'arbre, etc. Est-ce qu'ils sont dans les mêmes environnements? Est-ce qu'ils ont les mêmes compétences, les mêmes capacités? Alors voilà, ça soulève la question donc, de l'équité. Donc, l'éducation inclusive qu'on évoquait à l'instant. Donc, cette question, donc, on ne peut pas évaluer les personnes de la même manière avec les mêmes instruments. Parce que les personnes n'ont pas les mêmes compétences. On ne pourra pas demander à l'éléphant de sauter à un arbre. C'est cela. Il ne pourra pas du tout, d'accord, vu son envergure. Exactement. Donc, on ne pourra pas demander aussi, je ne sais pas, au singe de nager comme le phoque peut le faire. Voilà, comme un poisson. Donc, c'est important. Donc, les spécificités, les particularités doivent être importantes parce que, alors que la massification, le regroupement n'est pas toujours, et je crois que les exemples le montrent, ne sont pas toujours favorables. Exact. Professeur. Alors, professeur, on va passer à notre dernière question. Vous allez prendre ce carton et lire les valeurs qui y sont. Et donc, et nous dire après lecture, n'est-ce pas, laquelle de ces valeurs vous décrit le mieux
et quel mode de motivation à l'endroit de nos auditeurs à propos de cette valeur que vous aurez choisie? D'accord. Alors, la première valeur, il y en a 6. Oui. La première valeur, c'est la résilience. La deuxième valeur est la serviabilité. La troisième valeur, la détermination. La quatrième valeur, l'espérance. Avant-dernière valeur, prise de risque. Et enfin, l'indifférence. Bon, déjà dans cette liste, la dernière valeur est d'emblée rejetée. Anti-valeur, en tout cas. Parce que l'indifférence Ouais. n'est pas de C'est bon cela, goût. ouais. Mais pour puisqu'il faut faire un choix, et c'est toujours difficile, toujours délicat de faire un choix, En effet. mais je retiendrai la serviabilité. Merci. La serviabilité que je vais associer à la redevabilité. Nous sommes tous formés et il nous revient en retour de restituer ce que nous avons acquis. De le restituer en toute honnêteté et sans contrepartie aucune avec ceux avec qui on interagit. Pour moi, on a le devoir de donner. On a le devoir de donner au point même de se dépouiller pour donner ce qu'on a, quitte à aller acquérir à nouveau. C'est parce qu'on n'aura plus rien qu'on devrait aller acquérir. Et donc, on doit rendre compte. D'accord? On doit rendre compte. Et la redevabilité, comme on le dit dans la gouvernance, c'est la question il s'agit de rendre compte à la communauté qui nous a mandatés. Exactement. Donc, pour moi, dans l'enseignement, ça reste un point clé, un point cardinal. Il faut pouvoir donc rendre aux étudiants et rendre le plus correctement qu'on le peut et le rendre aussi à la nation sans chercher toujours à négocier sur ce qu'on fait. Merci. Voici ce que je pourrais vous dire par rapport à la serviabilité que vous avez choisie comme valeur parmi. Voilà. Et c'est valable, ça devrait être valable. Enfin, c'est valable pour tous les Ivoiriens, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Merci. Quel que soit le lieu où ils se trouvent. Merci. Merci, professeur. Je vous laisse encore quelques secondes pour donner un message solennel à notre auditoire. Vous savez, cette émission Un modèle, un repère a été mise en place pour contrecarrer, n'est-ce pas, certaines antivaleurs, n'est-ce pas, qui sont promues sur les réseaux sociaux. Et il nous plaît, n'est-ce pas, de promouvoir les valeurs que l'ENS promeut, n'est-ce pas, pour que ça aille, n'est-ce pas, au contact du grand public. Alors donc, c'est l'occasion pour vous de sortir de votre carcan académique et aller à la rencontre des Ivoiriens lambda d'Abobo et de Pougon et leur donner un message de motivation et de réussite en société. Alors là, si vous me demandez quelque chose, il failli dire carrément d'impossible. Donc la tâche est rude pour moi. Mais pour être plus sérieux et répondre à votre question, il y a 2 ou 3 valeurs qu'on peut énoncer. Parce que nos sociétés sont confrontées aujourd'hui à un conflit éthique. Qu'est-ce que l'on peut faire sans rigueur? Et je pense que c'est la première valeur que j'appellerais, que je convoquerai ici, c'est la rigueur. Apprendre déjà, pour nous tous, à travailler, à être rigoureux dans ce qu'on fait. À être rigoureux dans ce qu'on fait. Donc, avoir le sens de la rigueur, le sens de la méthode. Ça, c'est important. Il y a un second point, je pense que la deuxième valeur que je vais donner, c'est la question donc de la probité. La probité. La probité. Être probe. Nous ne sommes pas suffisamment probes. Et quand la probité pose problème, la probité éloigne. D'accord, j'ai failli dire les investisseurs, éloignent même l'argent, pour dire ça simplement. Oui, bien sûr. Et la probité, l'absence de probité met les individus dans l'insécurité. Dans l'insécurité. Et donc, l'absence de probité est une violence. C'est une violence que nous exerçons sur les autres, souvent sans le savoir. D'accord, comme le voleur qui ne sait pas qu'il est en train de voler, ou le tricheur qui ne sait pas qu'il triche, en faisant du plagiat. Donc, ce sont des valeurs qui me paraissent des valeurs fortes. Donc, la rigueur et la probité. Mais j'insisterai sur un dernier point, c'est d'abord le travail. Le travail. Parce que toutes les sociétés que nous adulons, que nous regardons avec beaucoup d'envie, en commençant par la Chine, les États-Unis, la Corée, ce sont des pays qui ont connu aussi des périodes très difficiles. Mais ces pays se sont sortis avec le travail. Uniquement le travail. Merci. Donc, sans travail, une société ne peut pas se développer, mais soi-même, on ne peut pas se développer. Parce que le travail est un élément qui permet à l'homme de se développer lui-même. En effet. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur François-Joseph Azo, la Web TV, notre ENS, vous remercie. Merci.